Good Morning Business, le grand entretien. BFM Business, depuis Davos, on est avec Gilles Mouek, bonjour. Chef économiste chez AXA, pour suivre évidemment ces rencontres économiques où ici on parle évidemment de Trump, Gilles Mouek, mais on parle surtout de la faiblesse de l'Europe. On parle beaucoup de la faiblesse de l'Europe parce que, en termes de croissance, tout simplement, les choses ne sont pas en rendez-vous. Beaucoup de prévisions sont sorties juste avant Davos. Il y a un sondage fait auprès des économistes qui sont ici présents à Davos et l'Europe sort parmi en fait les régions les plus faibles. C'est tout simplement l'extrapolation de ce qu'on a vu en 2024 et de l'absence, en tout cas pour l'instant, de solutions politiques économiques qui soient nécessairement très, très ambitieuses. On a un problème politique ou on a un problème économique où les deux sont totalement mélangés? On a les deux. On a un problème économique qui est lié à une sous-performance en termes de productivité qui commence à devenir vraiment lancinante. On a pu penser au moment de la pandémie que l'essentiel de ce ralentissement était en fait lié justement au blocage pandémique. Mais on en est quand même sorti il y a quelques temps. La productivité ne remonte toujours pas. Et on semble de plus en plus facilement pouvoir la relier à des choix technologiques qu'on a ratés il y a une dizaine d'années. En tout cas par rapport aux États-Unis, ce décalage est de plus en plus important. Et sans productivité, pas de croissance, surtout dans une économie où la croissance démographique de toute manière est faible. Et puis problème politique, parce que cette absence de signal, d'ambition générale participe en fait de l'incertitude qui pèse beaucoup sur le moral des entreprises et des ménages. C'était l'un des signes d'espoir qu'on pouvait avoir début 2024. On voyait que la confiance des ménages s'améliorait de manière assez sensible. Avec l'instabilité politique, et avec, encore une fois, cette absence de message de politique économique fort, eh bien, cette confiance des ménages ne remonte pas. Et les gains de pouvoir d'achat qui sont réels, les gens souvent ne s'en aperçoivent pas nécessairement, mais aujourd'hui, les salaires dans la zone euro vont plus vite que l'inflation. Eh bien, ces gains de pouvoir d'achat sont épargnés au lieu d'être reconsommés. Alors ça, c'est un problème de confiance. C'est-à-dire qu'il est là le sujet, confiance dans les politiques, confiance dans les finances publiques. Et comment on change ça? C'est la question de l'homo economicus avec l'émotion, mais qu'est-ce qu'on peut donner comme signal au consommateur pour qu'il déclenche son épargne? Je pense que d'abord, un acteur dans le système qui reste très important et qui a des coudées assez larges, c'est la BCE. Il ne faut jamais l'oublier. Et là, on a une différence assez notable entre la Fed d'un côté et la BCE. La Fed est de plus en plus coincée, en tout cas c'est mon sentiment, avec une inflation aux États-Unis qui reste quand même relativement forte, avec ou sans Trump, on peut y revenir. Mais la capacité de la Fed à baisser ses taux est relativement faible aujourd'hui, alors que la BCE a la capacité de baisser ses taux fortement. Et ça peut être un signal assez positif pour justement commencer à réduire l'épargne, à relancer ou à recréer les conditions de l'investissement. Pas tout de suite, mais en tout cas, seconde moitié 2025 et 2026. Et puis le deuxième élément, c'est de rester ferme peut-être sur ce qui a fait l'ambition économique fondamentale de l'Europe. Par exemple, sur la question de la transition écologique, je crois qu'il faut éviter d'en parler d'une manière négative en insistant énormément sur les coûts induits et de la présenter aussi comme une magnifique occasion d'investissement. L'Europe a besoin d'investissement. Nous avons cette ambition qui est assez consensuelle en Europe de décarbonisation. C'est l'un des éléments qui devrait permettre un déclenchement de l'investissement également. Mais vous avez raison, avec aujourd'hui un changement de discours. C'est-à-dire qu'on dit on veut parler de réchauffement climatique, mais plus d'investissement vert. On veut parler efficience, rentabilité sur la question de la décarbonation. C'est un sujet, vous dites, qui fait consensus en Europe. On va continuer dans cette voie. Je pense qu'on ne peut pas y revenir. C'est là une grande différence avec les États-Unis, je crois. Un point important qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'Europe, tous les ans, expédie dans le reste du monde l'équivalent de 3% de son PIB pour payer sa facture en énergie fossile. C'est pas bon pour la planète et c'est pas bon pour nos portefeuilles. Ces 2 à 3 points de PIB, c'était un point que soulevait Draghi dans son rapport l'année dernière. On pourrait les employer à bien autre chose si ces revenus restaient en fait investis ou consommés dans la zone euro. Donc c'est notre intérêt économique, ce n'est pas simplement pour le bienfait de la planète, même si c'est évidemment important. Je crois qu'il faut marteler cela. C'est dans l'intérêt économique de court, de moyen, de long terme de l'Europe de continuer sur la voie de la décarbonation. Je reviens sur la question des taux et de la Banque centrale européenne. Ça veut dire que pour vous, il faut accélérer le calendrier de baisse des taux ou on est déjà dans un rythme qui suffit, on continue tout au long des réunions? Je pense que c'est le point d'arrivée qui est le plus intéressant. On a une communication de la BCE qui me semble assez consensuelle sur l'idée qu'on va vers le taux neutre et après on verra.
le taux neutre, voilà, les estimations sont variables, mais on sait que c'est aux alentours de 2%. Je pense qu'il faut aller probablement au-delà, c'est-à-dire que dans les difficultés conjoncturelles auxquelles on fait face aujourd'hui en Europe, on ne peut pas simplement aller jusqu'au taux neutre. Je pense qu'il faut aller en territoire accommodant. Un territoire accommodant, ça peut être 1,5, peut-être moins que cela, justement pour donner ce signal de positivité aux entreprises et aux ménages, sachant qu'en plus, au même moment, la politique budgétaire peut devenir un peu restrictive. Et la politique monétaire doit s'adapter à cette politique budgétaire restrictive. Parce que le taux neutre, selon François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, c'est plutôt autour de 2, 2,1, 2,3. Là, vous dites on pourrait aller en dessous. Pour moi, justement, il faut aller en deçà du taux neutre, aller en territoire accommodant. Pour moi, 1,5, c'est peut-être le point d'arrivée intéressant sur la seconde moitié de 2025. Dernière question sur l'Europe, après on passe aux États-Unis. L'Union des marchés de capitaux, avant c'était des discussions qu'on avait justement avec François Villeroy de Galhau. Désormais, là on a des chefs d'entreprise qui supplient d'avancer sur l'Union des marchés de capitaux, notamment parce que les investisseurs américains ne comprennent rien à l'Europe et que pour investir, ils ont besoin de cette Union des marchés de capitaux. À quel point c'est essentiel ? C'est essentiel parce que on a un énorme problème d'inégalité entre guillemets de traitement entre l'économie européenne et l'économie américaine. On parlait tout à l'heure dans l'une des conférences du privilège exorbitant de l'économie américaine, cette capacité en permanence à pouvoir placer sa dette un peu quelles que soient les conditions. Et l'un des éléments très positifs pour les États-Unis, c'est que les États-Unis ont un marché très profond, très standardisé. C'est ce qui nous manque ici, c'est ce qui nous manque en Europe. Nous avons une collection de marchés nationaux et aller vers l'intégration, c'est offrir au reste du monde une simplicité d'investissement en Europe. Bon alors comment vous regardez Trump en termes d'économie? C'est-à-dire que vous le lisez comment? Vous essayez de ne pas le prendre au pied de la lettre? Sur les droits de douane, ici, beaucoup de chefs d'entreprise disent on attend, on est dans une approche transactionnelle, la négociation n'est pas terminée, ça ne sert à rien de là tout d'un coup s'énerver et avoir peur. Est-ce que vous êtes dans la même option? D'abord, il ne faut jamais s'énerver. En deuxième lieu, l'élément de soulagement d'hier, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu, dans les premiers executive orders, dans les premiers décrets, il n'y a pas eu de droits de douane. La manière dont je regarde ça, c'est que j'ai l'impression que pour Trump, les droits de douane, c'est un couteau suisse. C'est-à-dire ça sert à plein de choses. Ça sert à contrer la Chine, ça sert à essayer de forcer les Européens à acheter du pétrole américain, ça sert à éviter que le fentanyl chinois passe par le Mexique, ça sert à énormément de choses. Et donc c'est un élément de négociation. Donc effectivement, attendons le résultat de ces négociations, mais cette attente a quand même un coût. C'est-à-dire que même si pour l'instant on n'est pas dans la guerre commerciale déclarée, on est dans l'attente, et l'attente c'est jamais très bon pour l'investissement. Donc on dit il ne faut pas s'énerver, mais on attend quoi? On attend un décret clair pour avancer. On n'est pas nécessairement, on attend aussi des discussions. On attend de savoir quelles seront finalement les conditions auxquelles les États-Unis renonceraient à une hausse de tarifs trop élevée. Je crois qu'il y aura des hausses de tarifs de toute manière. Notamment pour les États-Unis, pour l'inflation. Pour l'inflation, c'est extrêmement important. Pour nous aussi. Et un élément important, c'est pour ça que c'est très compliqué pour l'instant pour les chefs d'entreprise à mettre en place en fait des stratégies. C'est que pour un exportateur européen aux États-Unis, ce qui compte, c'est pas simplement de savoir quel sera le droit de douane qui pèsera sur ces produits, c'est de savoir s'il y aura un traitement différencié entre ces produits et celui d'un autre producteur venant d'un autre pays. Si c'est 10% pour tout le monde, ça ne change rien à la position compétitive relative. Ça change les choses par rapport à des producteurs domestiques américains, mais ces producteurs domestiques américains, très souvent, ils sont inexistants. Donc voilà, on attend, mais encore une fois, il y a un coût à cette attente parce que les stratégies d'investissement, elles, du coup, sont souvent mises un peu sous le boisseau. Merci beaucoup, Gilles Mouek, d'avoir été avec nous dans la matinale de l'économie. On continue, bien sûr, à suivre toute l'actualité ici, à Davos.